Bonjour à chacun, bienvenue à cette nouvelle vidéo, à ce nouvel entretien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Abdel. Bonjour Abdel. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Abdel, je lui ai proposé de venir faire un petit temps avec nous pour présenter un petit peu son parcours, ce qu'il fait aujourd'hui, parce que Abdel est agriculteur ici, en métropole, en France. Et puis, il est aussi formateur bénévole d'agriculteurs et de maraîchers en Afrique francophone. Donc, c'est un parcours qui nous intéresse. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu voudrais bien nous présenter un petit peu qui tu es, ton parcours de vie, ce qui t'a amené à être non seulement agriculteur qui accompagne d'autres agriculteurs, mais aussi un ami de Jésus, de Jésus-Christ, et qui aime le faire découvrir à d'autres. Oui, en fait, mes parents étaient éleveurs. Ils élevaient des chevaux, des vaches, des moutons, des chèvres. Et puis, ils étaient pas mal dans le nouvel âge et tout ça. Et jusqu'à l'âge de 22 ans, j'ai trempé un peu dans le nouvel âge, euh, la supraconscience, comme ils appellent ça, chez Aurobindo, tout ça. Mon père était acupuncteur, homéopathe. Et puis, à l'âge de 22 ans, j'ai été touché par le Seigneur. Il y avait des chrétiens qui avaient une campagne d'évangélisation sur la ville de Carcassonne. Et ils s'étaient réunis ils avaient fait leur camp de base dans un camping, là où j'habitais avec mes parents. On habitait dans un immeuble et le propriétaire du camping était aussi propriétaire de l'immeuble. C'était sur le même lieu. Et puis un jour, j'ai rencontré un ami dans l'escalier qui descendait, qui allait à la réunion. Et puis j'ai fini par le rejoindre pour voir qu'est-ce que c'était. Il m'a dit que c'était des chrétiens, donc je suis descendu. Et en fait, c'était une réunion de préparation pour aller dans les rues, quoi. Et c'était Roland Ponce qui faisait l'enseignement. Ok. C'était Roland Ponce et il y avait André Debenay qui était là. Et donc, à la fin de l'enseignement de Roland Ponce, André Debenay a fait un appel pour la conversion et il me regardait droit dans les yeux quand il faisait son appel. Ils savaient tous que j'étais le seul non-chrétien probablement dans le coin présent là. Et je me suis avancé, j'étais touché par le Seigneur. Et puis, le même week-end, une jument de mes parents s'était brisé la mâchoire. Elle avait un problème à la jambe, à un pied. Et on l'avait attachée dans un box et on l'avait attachée assez court. Et elle s'est débattue, elle est passée par-dessus le mur du box et elle s'est brisé la mâchoire en se débattant en fait. Et elle est restée comme ça pendant 8 jours, sans manger, sans boire. Et dans cette campagne d'évangélisation, en fait, c'était le dernier week-end là, et on a été 4 jeunes convertis. Et donc, ils nous avaient demandé de venir à la cité de Carcassonne, c'était le mercredi, et on était chez un frère qui s'appelle Michel Sarotte. Je ne sais pas si tu connais, mais... Et donc, il y avait Jean Hubert qui était là avec Raoul Mazel, et ils nous ont raconté des magnifiques témoignages de guérison, notamment de Marie-Laurence qui avait été sortie de son tracteur, plein de miracles comme ça. Et à la fin de la semaine, on a fait venir le vétérinaire qui a dit qu'il n'y avait aucun moyen pour guérir cette jument. Il fallait l'euthanasier parce que de toute façon, on ne pouvait pas l'opérer et puis ça ne guérirait pas tout seul. Surtout que ça faisait déjà 8 jours qu'elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas. Et avec ma sœur, on s'est regardé, on a dit mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on l'a dit, on va attendre lundi. C'était le samedi matin, on va attendre lundi. Mais c'était totalement stupide humainement parce que, en fait, elle avait, le vétérinaire, c'était un spécialiste des chevaux, ce n'était pas un vétérinaire pour chiens et chats. Il a dit il n'y a aucun moyen pour qu'elle s'en sorte. Il s'appelait Fresnel à l'époque. Et puis, on a dit on va attendre lundi. Et puis, le samedi soir, j'ai eu la pensée d'appeler Jean-Hubert Mazel.
parce qu'il nous avait raconté des tellement beaux témoignages et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, mais est-ce que Jésus peut guérir un animal, quoi? Il m'a dit oui. Alors, je suis allé le soir, j'ai prié pour elle. Puis, il ne s'est Mm. rien passé visiblement comme ça, il ne s'est rien passé. Mais le dimanche matin, quand je suis arrivé, je lui ai présenté de l'eau comme tous les jours et puis elle s'est mise à boire. J'ai commencé à lui donner à manger. Elle s'est mise à manger. Elle a mis 10 ou 15 jours avant d'être complètement autonome, quoi. C'était le premier miracle que j'ai vu. Ouais. Ah, c'était magnifique. Et puis, le deuxième miracle, c'était aussi sur un cheval, je crois, qui avait des coliques. Et j'étais arrivé le matin au champ. Elle était en train de tituber. Elle avait de l'herbe qui sortait par le nez avec des glaires. C'était des coliques, quoi. Mm. Et donc, j'ai prié pour elle. Elle était instantanément guérie. Elle s'est mise à manger avec les autres. J'aime raconter ces témoignages parce que c'est sur des animaux. Mm. Et en fait, si le Seigneur, il aime les animaux, à combien plus forte raison, nous, il nous aime puisqu'il a donné sa vie pour nous. C'est vrai. Et puis, j'ai vu 2 résurrections aussi. Mm. 2 résurrections sur des animaux. Un hamster de mes enfants à une époque qui était mort. Ma fille, elle s'est effondrée. On a prié, j'ai pris dans mes mains, on a prié, il est ressuscité. Et puis, une chienne, il y a 2 ans, janvier 2020, Ouais. ma femme emmène les enfants à l'école. Et quand elle revient, la chienne s'était fait renverser par une voiture. Elle Mm. avait suivi sur la route, malheureusement. Et elle avait la colonne vertébrale brisée. On a prié avec les enfants, il ne s'est rien passé. Donc, j'ai dit aux enfants, il va falloir la battre parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça. Elle avait Mm. la colonne vertébrale, c'était visible, elle avait une pointe dans la colonne vertébrale. Elle ne pouvait absolument pas bouger, en fait. Donc, je suis allé derrière la colline et puis je lui ai donné un coup avec un outil pour fendre le bois. Je lui ai donné un coup sur la nuque. Elle est morte instantanément sans souffrance. Et ça, c'était le mardi matin. Et le samedi matin, une de mes filles sort de la maison et puis elle rentre en courant en disant « Maman, maman, il y a un chien devant la porte ». On sort, c'était la chienne qui était non seulement ressuscitée, mais en pleine forme, elle gambadait 4 jours après l'avoir achevée. Et donc, avec ma femme, on était assez étonnés parce qu'on n'a pas prié pour la résurrection. Et, et en fait, on a interrogé les enfants. Et pendant que j'étais allé pour lui couper la tête, il y a une de nos filles qui était montée dans sa chambre et puis qui avait prié. Elle avait dit, mais Seigneur, cette chienne, elle n'a même pas une année, elle avait 7-8 mois et elle a toute sa vie devant elle. Et puis en fait, le Seigneur a exaucé sa prière 4 jours après. Amen. Un peu comme Lazare, voilà. Amen. Ouais. Après, j'ai vu énormément de miracles. À partir de 2010, j'ai commencé à voyager. J'ai vu des gens presque tous les miracles qu'on voit dans la Bible, je les ai vus, pratiquement tous. J'ai vu des aveugles voir, des sourds entendre, des centaines, des paralytiques se lever, des trucs extraordinaires. Des gens qui étaient guéris en touchant mes vêtements, en chaussant mes claquettes, juste en entendant ma voix, juste quand je parlais avec les gens qui étaient malades, il y a des gens qui étaient guéris. Ça m'est arrivé tellement de fois, des dizaines de fois. Pendant que je prêche, je vois des gens qui commencent à guérir, des aveugles qui voient ou des sourds qui entendent. Voilà. Mm. Tellement Gloire à beau Dieu. ce que le Seigneur fait. Mm. Enfin, j'ai eu, juste en téléphonant à des gens, alors que je ne savais même pas qu'ils étaient malades, ils étaient guéris au téléphone. J'ai un ami à qui j'ai téléphoné une fois et ça faisait 3 jours qu'il était malade. Et puis, quand j'ai dit allô, j'ai dit allô, Saïd, il s'est levé de son lit complètement guéri. Mm. Super. Et donc, tu nous prouves que dans ta vie, tu vois Dieu agir, tu vois Dieu ressusciter des personnes, enfin des animaux, Oui, ouais. tu vois Dieu agir. Est-ce que tu penses que euh, par notre action, on peut aussi ressusciter des sols? Ah, tout à fait. Tu as vu la jolie transition? Tout à fait. Juste, je veux dire, donner un petit Vas-y, témoignage sur les guérisons parce que c'est tellement beau vas-y. ce que j'ai vu. J'ai vu cette année, j'étais au Bénin et juste en disant bonjour aux gens, j'ai vu des personnes qui étaient guéries en leur serrant la main. Et il y a un pasteur qui me présente dans une église au Bénin, puis il dit, nous avons le plaisir de recevoir un étranger, un Français,
l'évangéliste Abdel, au moment où il dit mon nom, une femme qui était juste à côté là, a été guérie. Elle a reçu la guérison juste quand il a prononcé mon nom. Non, c'était juste pour… J'aime raconter ce témoignage parce que en fait, ça montre que ça ne dépend pas de nous, quoi. Mm. Ça dépend de lui. Quand les gens sont guéris en touchant vos vêtements ou en entendant votre nom prononcé ou juste parce que vous leur parlez, quoi, Ouais, eh ben, ça montre que ça ne dépend pas de nous et seulement de lui. Sinon, voilà. ça marche. Mais sinon, oui, on peut ressusciter des sols, oui, tout à fait. D'ailleurs, je connais un frère qui disait que toute l'histoire de l'humanité a commencé dans un jardin et toute l'histoire de l'humanité va se terminer dans un jardin. Mhm. Et en fait, la Bible nous dit qu'il y aura un rétablissement de toutes choses et que la terre sera rétablie dans ses premiers fondements, Oui, donc pendant cette période où Jésus va régner sur la terre. Et c'est vraiment tellement beau de comprendre ça, en fait. Toute l'histoire de l'humanité va se terminer dans un jardin. Et le premier à être rentré dans un jardin, ben, c'est le brigand qui était à côté de Jésus. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le jardin. mm, Paradis, paradiso, qui veut dire mm. jardin. Voilà. Super. Bon, alors, est-ce que tu peux aussi nous raconter un petit peu ton parcours agricole par exemple aussi tes pratiques agricoles, est-ce qu'elles ont évolué au fil des années? Ah, Il me tout semble à qu'aujourd'hui, fait. il me Tout semble à fait. qu'aujourd'hui, tu cultives en bio, mais est-ce que ça a toujours été le Alors, cas? j'ai toujours été en bio et mes parents étaient pour le bio, mais ils étaient éleveurs et on n'avait pas des terres à nous, c'était des terres en location. Mm, Donc, on n'était pas certifié bio ni rien. Et puis, à l'époque, ça ne posait pas de problème de ne pas être certifié bio. Ça ne faisait rien de plus, rien de moins, en fait. À cette époque-là, dans les années 70-80, ça n'apportait pas un plus au niveau de l'élevage. Et ils ne faisaient que de l'élevage, mes parents. Donc, moi, je suis né là-dedans. Et après, à partir des années après ma conversion, en fait, j'ai commencé à travailler chez des gens et puis à apprendre un peu l'agriculture. Et puis en 99, je me suis mis à cultiver chez moi, quoi. J'avais que 6 hectares à l'époque. Et en 2000, de 2000 à 2011, j'ai fait de l'entreprise de travaux agricoles, j'ai fait la moisson. Et donc, j'ai appris un peu à droite à gauche sur la culture, l'agriculture. mhm, Et je me suis rendu compte à partir de… Ça fait quelques années maintenant, ça fait pas très très longtemps en fait, que je me suis rendu compte qu'on n'y comprenait rien à l'agriculture en fait. On pratiquait des choses parce qu'on voyait les autres faire, mm, mais en fait, beaucoup d'entre nous, on ne comprenait pas et on ne comprend pas comment fonctionne le sol. Et du coup, nos pratiques agricoles, elles détruisent le sol et elles ne l'accompagnent pas dans le sens de la vie. Elles favorisent la destruction, l'érosion et tout ça. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai appris au niveau de la vie du sol et ce que j'ai découvert et ce que j'ai vu aussi faire chez d'autres, c'est que aujourd'hui, je serais capable de faire des rendements de 100 quintaux en blé bio sans engrais chimiques. mm. Alors jusqu'à aujourd'hui, j'aurais pas été capable. Ouais, Mais j'ai des amis agriculteurs qui font entre 60 et 90 quintaux en blé, mhm, en bio, sans ouais, mettre d'engrais. ouais, Mettre d'engrais, zéro engrais. mm, Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, j'aurais été incapable, je dirais, jusqu'à il y a 2 ans, j'aurais été incapable de comprendre ça, en fait. Je l'ai compris, c'était vraiment au travers de témoignages, au travers d'expériences, de différentes découvertes, notamment euh, il y a Claude Bourguignon et son épouse, il y a euh, Philippe Forêt aussi, il y a Pascal Pot à Montpellier. Au travers de ces gens-là, j'ai découvert certaines réalités et puis bien d'autres. Hein. Hervé Covès, par exemple, que tu cites des fois. mhm, J'ai découvert des choses que je ne comprenais pas avant. ouais, Mais quand on voit quelqu'un prendre une charrue et labourer, eh bien, on oui, pense qu'il fait bien, donc on fait pareil. exactement. Mais on ne comprend pas la vie du sol. Mm,
En l'espace de 80 ans à peu près, depuis l'après-guerre, on a détruit tous les sols. Les sols produisent beaucoup moins que dans l'après-guerre. Et moi, j'ai un ami pas loin de chez moi, il est agriculteur. Et il me disait, quand il était gamin, ses parents faisaient des 40 quintaux en blé tous les ans. Et ils n'étaient pas en chimie. Ils étaient pas en chimie. Et aujourd'hui, ceux qui font 40 quintaux en bio, ils font partie des meilleurs. On pense qu'ils font partie des meilleurs. Ouais. Mais je vois, dans la région de Carcassonne, je connais des agriculteurs qui font entre 60 et 90 quintaux sans mettre d'engrais du tout. Mhm. Il y a des secrets. On va les partager. Ben ouais, j'aimerais bien. Ouais, on va les partager. Mais en fait, c'est la vie du sol, tout simplement. Dans les années 70, il y en a qui ont commencé à se rendre compte que le sol était détruit par les travaux qu'on y faisait et que les vers de terre partaient, ils disparaissaient. Et ils ont cherché à comprendre. Il y a eu beaucoup de gens dans les années 60-70 qui sont revenus à l'agriculture biologique et tout ça, parce qu'ils ont eu un déclic à un moment. Puis, beaucoup de ces gens-là sont des gens qui étaient des marginaux, donc ils n'ont pas été pris au sérieux parce que ils avaient une pratique un peu olé olé de l'agriculture, pas forcément toujours très sérieuse, même si ça Mhm. Et quand les vers de terre disparaissent dans un sol, toute la vie disparaît en fait. Et en fait, toutes nos pratiques agricoles, pratiquement, contribuent à la disparition des vers de terre. Parce que pour que les vers de terre soient dans un sol, il faut qu'il y ait la vie, une certaine vie, et une vie qui leur convienne, et une nourriture. Et nos pratiques agricoles contribuent à affamer les vers de terre, donc ils n'y restent pas. En fait, il faut qu'il y ait des végétaux en surface pour qu'il y ait des vers de terre. Mhm. S'il n'y a pas de végétaux en décomposition en surface, il n'y a pas de nourriture pour les vers de terre, et donc il y a des sols qui sont morts, qui meurent d'année en année. Donc en fait, tout ce que l'on devrait faire, c'est favoriser la vie des vers de terre en leur laissant de la nourriture en surface. Mhm. Et les pratiques qui ont été remises un peu en action depuis quelques années, c'est de faire des couverts végétaux et de détruire ces couverts végétaux sans les enfouir, de manière à ce que les vers de terre aient une nourriture qui leur permette de rester dans ces sols-là. Mhm. Et aujourd'hui, on pense que le réchauffement climatique, c'est dû à l'activité humaine, mais en fait, c'est exactement dû à une mauvaise activité humaine et pas à la quantité d'humains. Oui. C'est-à-dire que comme on tue les vers de terre avec les insecticides, avec les labours, avec les engrais, avec les pesticides, eh bien, il n'y a plus de galeries qui permettent à l'eau de s'infiltrer dans les sols. Mhm. Et quand l'eau ne s'infiltre plus dans les sols, eh bien, ça assèche les nappes phréatiques, ça assèche les sources. Et c'est ça, c'est cette activité humaine qui est néfaste. Oui. Alors qu'on pourrait, par des pratiques de couverts végétaux et de destruction sans enfouissement, avoir de plus en plus de vers de terre. Et il a été calculé que sur 1 mètre carré, quand un sol est suffisamment vivant en vers de terre, sur 1 mètre carré, les trous qu'ils ont fait, les galeries, ça équivaut à un trou de 100 à chaque fois, tous les mètres carrés qui rentrent dans la terre. Ouais. Donc, s'il y a une vie de vers de terre, quand il pleut, chaque mètre carré, c'est comme s'il y avait une descente en 100 qui rentrait dans la nappe phréatique et qui Ouais. emmenait l'eau dans les sous-sols. Non seulement ça, mais les galeries des vers de terre, comme ils vont assez profond, ça permet à l'eau qui sont en profondeur, à l'eau des nappes phréatiques, de remonter vers la surface par capillarité. Et c'est des phénomènes qui sont très peu connus en fait, mais on l'observe dans des endroits où il pleut quasiment pas, mais qu'il y a suffisamment de vers de terre. Les plantes, elles se nourrissent. Elles ont de l'eau qui remonte à leurs racines. Si on l'étudie un peu, on le comprend. C'est ça qui est franchement étonnant. Et
par exemple, on vermifuge les animaux, mais c'est une hérésie. C'est une hérésie. Beaucoup de famines au niveau sahélien sont arrivées, et puis pour l'Afrique en général, sont arrivées au travers de Vétérinaires sans frontières. Ils ont décidé de vermifuger les animaux sauvages, notamment les éléphants. Et quand ils ont vermifugé, eh les bouses des éléphants et les crotins et tout ça ne se sont plus retrouvées enfouies dans les sols par les bousiers. Ils ont séché en surface et ça a appauvri de manière très rapide les sols. Il n'y a pas eu que l'activité humaine. C'est un des phénomènes. Hein, mais Ouais. j'ai un ami qui avait fait une école à Montpellier et justement, dans cette école, c'était sur les bousiers et c'est là qu'ils avaient appris ça. La famine au Sahel est énormément arrivée au travers de Vétérinaires sans frontières qui ont cru faire bien de vermifuger, sauf qu'ils ont tué les bousiers. Et donc, au lieu d'avoir les plantes, au lieu d'être nourries par les bousiers qui enterrent les bouses et qui mettent des boules de bouse au pied des plantes et qui font du terreau en fait directement là où il est nécessaire, tout ça, ça sèche en surface, ça part avec le soleil, ça part avec l'eau et ça contribue à l'érosion des sols. C'est une vraie catastrophe. Et du coup, là, tu es gentiment allé vers l'Afrique. Est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui ce que tu fais comme formateur bénévole en Afrique? Alors, ça a commencé il y a 1 an et demi à peu près, donc il y a environ 2 ans. Cet ami pasteur Antonio Gaspar a reçu une parole du Seigneur en disant que le Seigneur lui disait que la famine était en train d'arriver d'ici 3 ans. Elle serait à son commencement, on va dire. Elle avait déjà commencé, on sait que la famine a déjà commencé dans certains pays, mais donc il y a 2 ans, il a reçu, à peu près 2 ans, il a reçu que la famine allait arriver et qu'il fallait s'y préparer et qu'il fallait créer des lieux de production agricole. Et le Seigneur lui a montré que c'était principalement en Afrique qu'il fallait agir. Et donc, et une de mes filles aussi qui a reçu la même chose, une de mes filles qui marche à fond avec le Seigneur et que cette famine allait durer environ 3 ans minimum. Et donc, on a commencé il y a 1 an et demi à y aller. On était en Côte d'Ivoire, au Bénin. Et on a commencé à partager ce que le Seigneur nous avait mis à cœur de partager par rapport à ça. Et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de chrétiens à qui Dieu a parlé. J'ai prêché dans des églises où je partageais ça. Et puis, à la fin de la réunion, le pasteur de l'église me disait « Ah ben, moi, j'ai reçu la même chose. Et merci pour la confirmation. » Et puis, il se levait au micro et racontait ça, qu'il avait reçu la même chose. Et dans beaucoup d'églises, en fait. Beaucoup. Donc, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et j'étais récemment au Burkina Faso, là. Et l'ancien président des Assemblées de Dieu du Burkina, qui s'appelle Michel, je crois que c'est Michel, et il a quitté ses fonctions de président depuis février, quelque chose comme ça, de cette année. Et donc, il disait que le Seigneur lui avait parlé par rapport à la famine qui allait arriver. Et quand il a quitté ses fonctions, il l'a dit. Et quand j'ai partagé ce que le Seigneur nous avait dit, eh ben, il était vraiment encouragé que d'autres aient reçu ça, ça confirmait, quoi. Donc, on a commencé là, à emmener des semences en Afrique qui sont des semences de variétés anciennes et qui permettent aux gens de retrouver une autonomie au niveau de la production des semences. Et donc, c'est principalement des semences de chez Pascal Pot, qui travaillent sans arrosage, donc qui développent une certaine résistance des semences et des plantes à la sécheresse. Donc, c'est très utile pour des pays comme le Burkina, où il y a des fois 10 mois, 8 à 10 mois de sécheresse, quoi. Donc, et puis, on a commencé à emmener des semences dans ces 3 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et au Bénin et en Côte d'Ivoire, ça s'est déjà pas mal multiplié. Donc, on partage à chaque fois la vision et puis on distribue des semences. Voilà. Et les techniques que j'enseigne là-bas sont principalement le non-travail du sol, en fait.
Mhm. J'enseigne aux gens comment ne pas travailler du tout le sol et avoir une production qui est largement supérieure à tout ce qu'on peut voir en travaillant le sol, Ouais. au travers des méthodes de Philippe Forrer, justement, qui sont, à mon sens, une des meilleures méthodes de, de culture. Ouais. Parce que ça permet de ne pas avoir de désherbage. On n'est pas obligé de désherber, donc on passe énormément de temps à faire autre chose plutôt qu'à désherber. Et quand on comprend tous ces principes, eh bien, on passe beaucoup moins de temps à en perdre. Et donc, on est plus efficace. Et c'est vrai qu'il dit dans ses vidéos, ce qui est vachement intéressant, c'est il faut beaucoup travailler pour s'appauvrir et il faut presque rien faire pour s'enrichir. Et c'est vrai, quand on regarde ces vidéos, on comprend tout ça. C'est vraiment très profond ce qu'il partage. Mhm. Du coup, quand tu te déplaces, tu transmets un petit peu ce que tu as pu apprendre auprès des nouveaux formateurs d'agroécologie français. Tout à fait. Oui, oui, ce que j'ai appris au travers d'eux, et puis au travers de mon expérience aussi, parce que, bon, là, je n'en ai pas trop partagé, mais j'ai fait quand même 11 ans d'entreprise de moissonneuse. Ouais. Et moi, j'ai l'habitude, et ça fait maintenant plus de 20 ans que je conduis les moissonneuses. Je conduis toujours comme chauffeur dans des entreprises. Et je conduis des gros tracteurs aussi de 200, 300 chevaux avec 6 mètres d'outils derrière, le GPS, où tu n'as plus rien à faire, il faut juste surveiller que tout se passe bien. Et en fait, au travers de toutes ces… Ça fait rêver, hein. Je dis ça aux Africains, ça fait rêver. Tu es sur un tracteur, à chaque passage, tu travailles 6 mètres de large ou 7 mètres, et puis tu fais des fois 10 hectares à l'heure quand tout va bien, ça peut arriver, dans des grandes plaines. Mais ça fait rêver, mais en fait, on détruit les sols. Ouais. Et on appauvrit non seulement les sols, mais les gens, parce que les gens qui n'ont plus de travail, parce que ça remplace des milliers d'ouvriers. Et Oui. les gens qui n'ont plus de travail, ils font quoi? On ne va pas leur Mhm. payer le chômage en échange. Donc, il y a tout un cercle, comment dire, on est tombé dans un modèle qui détruit la vie de tout le monde. Des agriculteurs, parce qu'en France, par exemple, et dans d'autres pays d'ailleurs, même en Inde, les agriculteurs se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ils ne Mhm. veulent pas perdre la face. Donc, on a des milliers d'agriculteurs qui se suicident chaque année en France. Ça contribue au chômage et ça détruit la vie de famille, tout ça. Mhm. Toutes les familles sont détruites. On est rentré, surtout depuis l'après-guerre, dans des modèles qui détruisent la vie familiale des gens, à tous les niveaux. On n'a plus le temps de prendre soin de nos anciens et on n'a pas l'argent forcément aussi. Mhm. On voit que les gens sont mis dans des maisons de repos où tout est fait pour leur piller tous les biens qu'ils ont accumulés, qu'ils auraient pu laisser à leurs enfants. En quelques années, les maisons sont vendues parce qu'il faut payer les maisons de retraite et ça détruit tout. Ça Mhm. détruit. Donc voilà, ce qu'on enseigne en Afrique, c'est principalement à retomber dans un modèle économique d'équilibre. Ouais. Et j'ai un très bon film qui s'appelle Les micro-fermes et qui parle justement de l'équilibre en permaculture, d'avoir à la fois des petits animaux, peut-être des fois des gros, des volailles, d'avoir des cochons et tout ça, et puis d'avoir du potager, d'avoir des fruitiers. Tout ça, quand on le réfléchit, ça tombe dans un équilibre parfait en fait. Mhm. Et bien, on retombe dans le livre de la Genèse. Mhm. Dieu avait créé toutes sortes d'animaux et toutes sortes de plantes. Donc, c'est l'équilibre qu'il faut retrouver. Ok. Et Et là, du- malheureusement, quand on dit on est chrétien, mais on a quand même besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Hein. L'apôtre Paul, il dit soyez renouvelés dans Ouais. l'esprit de votre intelligence. Et quand on devient chrétien, on pense qu'on est déjà renouvelé. Mais en fait, je me suis rendu compte, et par expérience, que ce n'est pas vrai. Il y a une Mhm. période, il y a on doit demander, il dit, l'apôtre Paul, hein, que celui qui manque d'intelligence la demande à Dieu, parce qu'il est celui qui donne la Amen. sagesse aux sages et l'intelligence aux intelligents. Donc, Amen. et ça, c'est un processus. C'est un processus. Mhm. Et donc voilà, et donc j'essaye de leur faire prendre conscience qu'il faut retrouver un équilibre, pas seulement d'avoir 1000 hectares de bananiers ou 1000 hectares de cocotiers ou 1000 hectares je sais pas, Du de café ou… c'est absurde, c'est des modèles économiques qui sont complètement absurdes.
Mm. D'ailleurs, il y a un passage de la Bible qui dit sème de plusieurs choses, hein, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va réussir. Mm. Dans le monde agricole, c'est ce qu'on voit, hein. Il y a certaines années, le tournesol, il est raté. D'autres années, c'est le blé. D'autres années, c'est le soja. D'autres années, c'est le maïs. Et il y a toujours quelque chose qui est raté. Mais si tu as fait autre chose, eh bien, tu t'en sors toujours. Mhm. Voilà. Et donc, du coup, vous appuyez sur une ONG pour ces Alors, opérations? voilà. Donc, le frère Antonio, là, il avait créé une ONG il y a quelques années, mais qui était tombée en dormance, qui Mhm. s'appelait ACT, tout simplement. Et là, il a, entre guillemets, ressuscité l'ONG. Et il l'a appelé Acte 2. Et donc, ça nous permet d'avoir une existence légale, on va dire, et puis officielle. Et donc, c'est cette ONG qui nous permet aussi de voyager dans des temps où les frontières sont fermées, comme par exemple quand il y avait le Covid, nous, on voyageait sans problème, hein, Mm. avec nos lettres de mission et tout ça, et ça nous a permis de voyager même pendant les périodes où les frontières étaient fermées pour les touristes. Super. Et c'était super. On a réussi à faire pas mal de voyages en Afrique. Et ben, j'ai fait des émissions de télévision hein, au Bénin. J'ai fait plusieurs émissions de télévision sur des grandes chaînes. Ça a été vu à l'international, au Côte d'Ivoire aussi et au Burkina aussi. Mhm. Et ça a permis de toucher d'autres pays. Il y a d'autres pays qui sont en train de s'ouvrir, comme la Guinée-Conakry. Il y a euh, la, je ne sais plus les noms, mais il y a différents pays là, entre le Sénégal et le Maroc, là, la Mauritanie. Mm. Il y a plusieurs pays qui sont en train de s'ouvrir. Les gens nous demandent et ils sont touchés par ce que l'on fait, quoi. Voilà. Super. Et est-ce qu'on pourrait aider? Est-ce que cette ONG elle a des besoins? Et comment nous, on pourrait vous aider pour ceux qui habitent en L'ANG a des métropole? besoins, oui, parce que jusqu'à maintenant, on a reçu très peu de dons extérieurs. Hein, c'est le démarrage. Et l'ONG a déjà reçu en don du matériel médical, par exemple. On a Mhm. reçu des tables d'opération, des lits pour les malades. On a reçu une machine aussi pour faire des lunettes de vue. Mhm. Mais tout ça, ça demande d'être acheminé en Afrique. Et donc, oui, là, on a besoin. On a besoin. Donc, sur le site de l'ONG qui s'appelle Acte 2, il y a un lien où on peut participer. Donc, on peut soit donner de manière occasionnelle, soit devenir membre en versant une cotisation qui nous permet ben, justement de faire des choses comme ça. Donc, on a un dispensaire qui fonctionne en Côte d'Ivoire, à San Pedro, et puis on fait différentes choses, mais là, c'est vraiment tout le démarrage. Hein. Mm. Ce qui a été le plus je veux dire, en action en ce moment, c'était la formation agricole Oui. et un peu l'école biblique, à la fois au Bénin et en Côte d'Ivoire. On a fait aussi des cours bibliques avec les cours de Claude Payan. Mhm. Voilà. Super. On a aussi quelque chose qui se précise à Thonon-les-Bains, D'accord. un local que l'on souhaite acheter. On a l'impression que c'est vraiment le Seigneur qui est en train d'ouvrir les portes. Et ce local, il y a pas mal d'activités possibles. Donc, ça ferait un centre un peu européen de l'ONG Mhm. et qui permettrait de faire des conférences, euh, de la formation, des réunions. Il y a une salle de cinéma avec plusieurs centaines de places qui est tout en normes publiques. Hein, tout le bâtiment, c'est 2000 mètres carrés à peu près OK. de bâtiments qui sont entièrement aux normes grand public. Super. Et on a lancé un appel à participer. Il nous faudrait à peu près 40 à 50 000 euros Mhm. pour pouvoir reprendre euh, le fonds, je ne sais pas comment on appelle ça, mais pas être propriétaire de bâtiments, mais être propriétaire de tout ce qui est à l'intérieur, OK. de manière à pouvoir être le locataire des lieux, quoi. Ça marche. Voilà. Donc, on voit tout ça sur le site de l'ONG. Très bien. De toute façon, les personnes qui nous écoutent pourront trouver tous les liens dans la description de la vidéo. C'est ça. Ils pourront aussi retrouver l'adresse mail de l'école buissonnière s'ils ont des questions à te poser.
il les Oui, envoie directement à l'école buissonnière, comme ça, moi, je peux te les ouais, transférer. bien sûr. Et puis, tu vois si c'est pertinent que tu répondes toi ou que tu envoies plus loin. Ouais, ouais, ok. Est-ce Très bien. qu'il y a d'autres choses que tu aurais voulu rajouter, d'autres messages que Ouais, tu aurais voulu transmettre à nos auditeurs? en fait, oui, il faut vraiment se préparer à des temps qui arrivent, puisque selon ce que l'on avait reçu, c'était dans 3 ans, donc c'était il y a à peu près 2 ans. Donc il Oui. reste un an et demi pour se préparer. Et l'Europe, il ne faut pas croire qu'elle va échapper à ces temps Mm. difficiles. Ça sera même probablement plus dur en Europe que dans certains pays dits, entre guillemets, sous-développés. Oui. Parce que euh, vraiment, il y a des gens qui ont reçu qu'il y allait avoir des grandes agitations au niveau des villes et tout ça, et des temps vraiment très, très durs. Donc, il y a plusieurs prophètes même qui l'ont annoncé, hein, comme Pierre-Daniel Martin, qui avait parlé de ces choses-là dans certaines réunions. Et je crois vraiment que c'est quelque chose à prendre au sérieux, surtout que, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Le Seigneur avait parlé déjà à des gens depuis une quarantaine d'années, hein, de Mhm. préparer des lieux comme les greniers Joseph, par exemple. Ça fait une quarantaine, pas loin d'une quarantaine d'années, hein, Ouais. que le Seigneur avait parlé. Et je pense que malheureusement, on ne l'a pas toujours pris suffisamment au sérieux au niveau de la grandeur de la chose à mettre en place. Mhm. Parce que il y a certes des lieux qui ont été, des lieux qui ont été développés comme des lieux de production, mais pas suffisamment de grande ampleur. Et à mon sens, je crois que en tant que chrétien, on a loupé un peu quelque chose, puisqu'on voit qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas chrétiens et qui font la même chose. Mhm. Donc, moi, ce que j'interprète, c'est que les chrétiens n'ayant pas pris la mesure de la chose suffisamment au sérieux, eh bien, le Seigneur a parlé à des gens qui ne sont pas chrétiens. Mhm. Parce que rempli d'amour, eh ben, il ne veut pas que les gens se perdent. Donc, voilà. Et je crois que c'est vraiment important de ne pas mépriser ce que les uns et les autres ont reçu et de mettre tout, en, toutes nos forces, quoi, toutes nos forces. C'est une façon de parler, mais bien sûr qu'il ne faut pas oublier le reste. Mais en tout cas, ceux qui sont appelés à ça, vraiment s'y donnent à fond, quoi. Et en plus, il y a tellement de choses qu'on nous raconte au niveau de l'agriculture qui sont fausses. Par exemple, on dit que les rendements ont augmenté depuis l'après-guerre avec les engrais et tout ça. Or, c'est faux. On voit dans la Bible, hein, quand les Hébreux sont arrivés dans la vallée d'Eshcol, hein, les 12 espions, il a fallu qu'ils se mettent à deux pour porter une grappe de raisin. Donc, c'était il y a plus de 4000 ans, probablement, quelque chose comme ça. Donc, et puis, il y a quelques années, on était tombé sur 2 livres qui parlaient des rendements en blé et qui racontaient que à l'époque de l'Empire romain, les rendements en blé allaient jusqu'à 20 tonnes hectares, 200 quintaux. Alors Mhm. qu'aujourd'hui, quand on a fait 100, 115 quintaux, on est content. Ouais. Et en fait, la vie du sol s'est détruite. Donc on voit que Dieu fait un reproche à Israël en disant d'un pays de délices, vous en avez fait un désert. Mhm. C'est facile avec le manque de compétences et d'intelligence de transformer un pays en désert. Donc voilà. Mhm. la, la Bible, enfin, c'est le Seigneur qui dit dans Genèse, hein, le sol sera maudit à cause de toi. Mais, Mhm. ben, tout simplement parce que, étant donné que l'homme s'est séparé de Dieu, et ben, que Dieu est le siège de l'intelligence et de la sagesse, et ben, il a mis toute sa bêtise, en quelque sorte, à détruire. Alors que Mhm. quand on revient à Jésus, il y a une réconciliation au travers de Jésus, puisqu'il est le souverain sacrificateur de cette réconciliation avec Dieu. Et tout doit être réconcilié, à la fois nos vies, mais notre vie entière. Tous les aspects de la vie doivent être impactés par son royaume. Et c'est pour ça que Paul dit, celui qui manque d'intelligence la demande à Dieu. Ben, c'est tout simple. Si on commence à demander à Dieu l'intelligence, on va Mhm. aller dans le sens de la vie, au lieu Amen. d'aller dans le sens de la destruction. Super. Ben, Voilà. merci pour tout ça, Abdel. C'était très intéressant, passionnant. Je pense que ça encourage, ça donne envie de se mettre en action, qu'on Mm. puisse tous
œuvrer pour la résilience alimentaire de nos territoires, qu'on puisse participer, si on peut, à la résilience alimentaire d'autres territoires, comme en Tout à Afrique. fait. Tout à fait. Et, Voilà. C'est vrai qu'on a abordé de manière très superficielle la vie du sol, parce hum, qu'il faudrait des heures pour en parler. Quand je fais les formations en Afrique, ça dure entre 4 et 6 heures. hum, Mais, et là, vraiment, et même entre 4 et 6 heures, on est resté dans le domaine un peu superficiel. C'est tellement, tellement beau ce que Dieu a créé, et quand on manque d'intelligence, on le détruit. Il y a un frère au Burkina qui a reboisé un peu plus de 1500 hectares de désert. hum, En l'espace de. Il a commencé à reboiser réellement dans les années 95, quelque chose comme ça. Et ça fait presque 40 ans qu'il est en Afrique. Et il a fait reculer le désert. Il a créé des bocages hum, sahéliens. C'est magnifique. Il y a des rectangles de environ 50 ou 100 mètres de large sur environ 100, 150 mètres ou 200 mètres de long, je ne sais plus. Et, hum. il a fait reculer le désert. Maintenant, il y a du maïs qui pousse au milieu de ces bocages, alors qu'avant, c'était carrément désertique. Personne ne voulait de ces terres. Hum. Ouais. Voilà. C'est parfait, c'est une super image pour terminer. Dire Ouais, qu'il y a de l'espoir quand on se laisse conduire par Dieu, par le Saint-Esprit. tout à Et fait. puis quand on redécouvre la merveille de la création, comment elle a été faite, comment Tout elle à fait. fonctionne. Et puis, il a dit le désert refleurira. Donc, ça Exactement. veut dire que des lieux de désert, hein, il est dit, ils bâtiront des villes, et ils construiront, ils planteront des vignes, ils en mangeront les fruits. Mm. Donc, voilà. Et justement, si vous, par le biais de cette vidéo, vous découvrez notre chaîne, n'hésitez pas à aller voir dans les différentes vidéos. Il y a pas mal de vidéos qui vous expliquent justement comment fonctionne le sol, etc. Et puis, s'il y a une vidéo qui vous manque, s'il y a un sujet où il vous semble qu'on n'a pas répondu et que vous aimeriez qu'on en discute plus avec Abdel ou avec d'autres, vous Amen. n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires, soit par mail, soit directement en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On vous répondra ou on trouvera les personnes qui sont en capacité de vous répondre. Hmm. Merci Voilà. Abdel pour ce temps. Avec Merci plaisir. à chacun d'avoir pris le temps de nous écouter. J'espère que ça vous a encouragé, édifié et que ça vous donne vraiment envie à votre niveau, en fonction de ce que Dieu vous demande à chacun, vous mettre en action. Amen. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.